messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur Matin Libre Télévision. Vous nous suivez sur le www.matinlibre-tv.bj et sur nos différents canaux digitaux. Bienvenue à cette tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Nous allons pouvoir évoquer avec notre invité d'aujourd'hui les premières actions posées par le président Romuald Wadani quelques jours seulement après son investiture. Vous vous souvenez, c'était donc le 24 mai dernier. Les actions urgentes, les priorités à venir et puis justement on pourrait scruter quelques aspects également du champ politique au Bénin et tout ceci avec Georges Anagonou, qui est socio-anthropologue. Il est par ailleurs le directeur de coopération et de la communication donc, du Centre national de sécurité routière. Et puis, il a d'autres casquettes également. Georges Anagonou, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir aux internautes de Matin Libre TV. Très bien, vous êtes analyste politique. Ça m'arrive. Voilà, très bien. Les premières actions déjà donc du président Romuald Wadani, qu'est-ce que cela suscite comme lecture globale? La lecture globale, c'est les actions de quelqu'un qui avait une feuille de route et qui était rendue publique, cette feuille de route, et qui tout de suite, en prenant les manœuvres, a commencé par respecter cette feuille de route-là. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui a donné sa parole et qu'on peut dire, comme c'est rare aujourd'hui dans le monde, surtout dans le monde politique, que les gens puissent donner leur parole et les respecter. C'est rare aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui, après avoir donné sa parole, c'est-à-dire son projet de société, à base duquel il a été élu, il est venu au pouvoir et il a voulu démontrer que est-ce que ce projet de société-là est réaliste ou pas. Et donc, c'est cette démonstration qu'il a commencé. Et je pense que les premières actions, c'est quand on va les étaler, peut-être, on verra que ce sont des actions qui rentrent dans ce sens-là. Donc, du coup, la première impression, voilà quelqu'un qui a donné un programme avant d'être élu et qui tient à rester dans la droite ligne de ce qu'il avait promis. C'est vrai qu'il le fait comme... Et donc, les choses ont changé paradoxalement dans l'univers politique quand on sait qu'on promet très souvent et puis les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Ce qu'on a parfois reproché au président Talon, c'est par rapport aux réformes politiques qu'il avait introduites. Mais ces réformes-là se trouvaient dans son programme, dans son projet de société. Mais peut-être qu'on n'avait pas fait très attention. On n'a pas lu, on n'a pas regardé. Mais après qu'il soit parti, celui qui vient et qui reste dans une certaine continuité a d'abord pris le temps de mûrir son projet de société, a pris de réfléchir là-dessus avant de le rendre public. Et donc, après l'avoir rendu public, c'est qu'il s'est préparé pour dire, eh bien, je vais démontrer qu'en politique, ce qu'on me promet lorsqu'on est élu, on peut le faire. Et je pense que ça, c'est une bonne note pour lui. Très bien. Est-ce qu'il y a une structuration dans l'action quand on sait que d'abord on commence par un conseil des ministres inaugural et puis après les premières actions et puis la tournée diplomatique? Est-ce qu'il y a une structuration dans l'action? Absolument, absolument. Le président Romuald Wadani, lorsqu'il faisait sa candidature, avait parlé de la normalisation des relations avec nos voisins. Il en avait parlé. Tout à fait. Et on voyait que tel qu'il en avait parlé dans son projet de société, cela veut dire que c'était un point capital pour lui. Un point capital pour lui. Et on pourrait se demander comment ça va se faire, vu les relations que nous avions eues avec nos voisins immédiats, où ils étaient restés fermés par rapport à tout ce que le gouvernement précédent faisait. Donc on se demandait comment il va le faire. Et ces visites, ces sorties sur ces pays-là, je pense qu'ils ne sont pas nombreux, ceux qui étaient en place avant lui, de pouvoir faire rapidement le tour des pays du Sahel, de l'AES comme ça. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Donc, il a fait, il a élargi ça. J'ai appris, j'ai lu aujourd'hui sur les réseaux que cette tournée pour lui aussi, c'était de chercher à voir, surtout lorsqu'il est allé voir Ouattara, c'était aller de voir comment on peut ressusciter le franc CFA. Je pense que c'est une bonne chose. Tout à fait. Parce qu'il y a une monnaie, l'éco notamment, qui... Voilà. Au fait, ce débat sur la monnaie commune s'enlisait. En réalité, il faut le dire, ce débat s'enlisait. Et lui, par rapport à la monnaie, il n'est pas un novice. Il sait ce que ça signifie et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, il décide d'abord
de normaliser nos relations avec nos voisins. Oui. Et moi, je me dis, lorsque vous le regardez faire, lorsqu'il est arrivé dans ces pays-là, l'accueil qu'il attendait montrait qu'il y avait une attente. Il y avait une attente de ces peuples, surtout au Niger, qui avait vraiment une attente. Et pour marquer le point fort de la visite au Niger, c'est de mettre sur pied un comité des deux pays qui travaillent et qui doit prendre, je pense, cette semaine, puis on avait donné 2 semaines, qui doit prendre ce rapport très rapidement, parce que ce rapport, il est attendu. Pour lever toutes les barrières. De part et d'autre, pour lever toutes les barrières. Et là, on saura qu'on est rentré dans une nouvelle ère avec la coopération avec nos voisins, surtout avec le Niger. Donc, ça, c'est structuré. Oui. C'était déjà dit dans son projet de société et lorsqu'il a mis en place son gouvernement, on peut voir que c'est un gouvernement analysé, étudié, de longue date en fait. Parce que à partir du jour où les élections sont terminées et le jour où il a pris le pouvoir, n'oubliez pas qu'il s'est écoulé près de 2 mois. Pendant ces 2 mois, il a travaillé tout le temps. Il a consulté les gens. Il a vu ceux qui pouvaient prendre. Et donc pour vous, c'est un travail, le résultat que nous avons eu là, c'est un travail de longue haleine. Ah oui, absolument. C'est un travail qui a été fait et qui, bon, voilà. Et pendant qu'il était en train de le faire, on peut le dire aujourd'hui, qu'il s'entendait avec le président Talon pour voir, bon, voilà, le travail que tu m'as confié, comment est-ce qu'il peut le faire. Donc les deux peuvent en discuter. C'est pas extraordinaire. Non plus, donc on peut considérer que lorsqu'on a le gouvernement, qu'on peut constater que les deux se sont vraiment parlé. Et il semble que ce n'était pas facile de former le gouvernement quand on se réfère au propos de Joseph Diogbenou, le président du parti. Oui, ça, Joseph Diogbenou le dit par rapport aux partis politiques, par rapport aux attentes des partis politiques, par rapport aux attentes des partis politiques, mais par rapport aux technocrates que Romain Wadaye voulait prendre, je pense qu'il connaissait ce monde-là. Il appartenait à ce monde lui-même. Mais les technocrates, il y a un peu de mécontentement aujourd'hui dans les partis qui ont soutenu Romain Wadaye, parce que dans ces partis, il y a aussi des technocrates, n'est-ce pas? En fait, c'est que nous avons, avec le président Talon, on a rompu avec quelque chose. D'accord. On a rompu avec quelque chose, c'est-à-dire que, et c'est normal, même dans les grands pays, qu'on puisse constater ça. Lorsque les partis politiques travaillent, se mettent ensemble, élaborent un programme de gouvernement et qu'ils remportent la victoire, ils voudraient que ce soit des gens parmi eux qui ont élaboré ce programme avec eux, puissent être au gouvernement, puissent être aux commandes. Et donc, du coup, ils ont l'habitude de proposer des gens au gouvernement. Et parfois, ça conduisait à un marchandage entre le pouvoir, le président en place et les partis politiques, vous n'oubliez pas, où ils sont obligés de créer son... Donc, ça, nous avons fini avec. Nous avons fini avec. Et c'est que je comprends la difficulté dont on parle le président Diogbenou. Oui. Peut-être qu'il aurait voulu que dans ce gouvernement, que l'UP ait 8 ministres par exemple, qu'on l'appelle, qu'on lui dise, propose-nous. Oui, non, par exemple, qu'il aurait fait. Je pense que ça n'a pas été ça. Ça a été restreint un peu. Et là, effectivement, il a eu des difficultés à vouloir s'en sortir avec l'orientation du président de la République, qui est le président Romain Wadaye. Oui. Donc, à ce niveau-là. Mais, pour choisir les techniciens qu'il faut et qui dépendent de lui, vous prenez par exemple au niveau de son ministère, il a divisé le ministère en 4, et c'est des gens qu'il connaissait. Il y en a avec qui il travaillait, il les connaissait dans le milieu, et il sait que ceux-là peuvent l'aider à faire le travail. Oui. Donc, ça, c'est un gouvernement qui a été réfléchi pendant tout ce temps qu'il attendait de pouvoir prendre le pouvoir. Et dès qu'il a pris le pouvoir, il a mis sur... Moi, je ne veux pas, je l'ai dit, c'est pas à moi d'apprécier le gouvernement. C'est lui qui a mis en place son gouvernement. Est-ce que mais en tant qu'analyste politique, vous pouvez jeter un regard. Si c'était que des hommes politiques au gouvernement, en tant qu'analyste politique, je peux me mettre à analyser. Vous voyez ce que je veux dire? À interpréter. Mais lorsque c'est des techniciens, bon, je ne vous surprends pas quand je dis, je n'en connaissais pas beaucoup avant qu'ils ne deviennent ministres. Et si je ne connaissais pas beaucoup avant qu'ils ne deviennent ministres, pourquoi voulez-vous que je les apprécie? Il y a une seule personne qui peut apprécier, c'est le chef de l'État. C'est lui qui a mis son équipe. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques politiques. Hein. Oui, Janvier Yawedéou, par exemple. Voilà. Gelda Sagonkan, et puis voilà. Je ne veux pas aller plus loin dans cette histoire parce que ce qui se dit dans les partis politiques aussi, on est citoyen de ce pays, donc on entend ce qui se dit, les remue. D'ailleurs, c'est ça qui a obligé le président Diogbenou à sortir et à faire cette sortie-là à essayer de calmer les gens pour dire, bon voilà, on a eu des difficultés pour mettre ce gouvernement en place, donc rien n'est parfait et on n'a pas fini, donc on va continuer de travailler là-dessus. Donc, du coup, sur ce gouvernement, il a fait... Et donc, de sortir immédiatement, parce que ce qu'il a promis dans son projet de société,
sur le plan social, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'enseignement, c'est pas exactement ce qui était dans le budget passé. Donc du coup, il semble qu'il a fallu penser à un collectif budgétaire. Tout à fait, à hauteur de 4 000 milliards. Voilà, pour pouvoir se donner les moyens de faire ce qu'il avait prévu dans son projet de société. Et c'est en cela aussi que ça constitue la rupture, en quelque sorte, dans la continuité, si on peut parler ainsi, parce que peut-être qu'il avait envie de dire tout ça, mais ce n'est pas lui le président de la République. Tout à fait, donc, il était ministre. Pas lui qui décidait, il était ministre des Finances. Donc, celui qui était le président de la République, c'était le président Talon, et donc avait aussi ses priorités à lui. Donc, lui, il a compris que ce que le président Talon avait appelé le mandat hautement social, que lui, son mandat à lui, serait un mandat hautement social, puisqu'il a dit qu'il faut aller lutter contre l'extrême pauvreté et aller chercher ça là où elle se trouve pour pouvoir faire. Donc, vous voyez, des actions qui sont planifiées dans le temps, mais qui étaient dans son projet de société. Donc, du coup, c'est de là que vient la structuration, dont la situation se trouvait dans le projet de société. Y a-t-il une urgence quand on sait que le projet de société ne s'est pas encore transformé en programme d'action de gouvernement, mais on pose les actions? Ah oui, parce que le président Romain Ouattara avait besoin de poser les premiers pas, avait besoin de poser des actes très significatif qui donne aux Béninois à l'orientation de là où ce président voudrait y aller. Et ça, c'est important, ça. Donc, du coup, il fallait quand même que tout de suite... Imaginez qu'il ne faisait rien. Les gens ont commencé par s'impatienter. Vous savez, c'est ça, les peuples. Les gens ont commencé par s'impatienter, tout ce qu'il a dit. Donc, moi, je pense que c'était nécessaire de le faire et la faire. Et c'était aussi nécessaire de savoir que comme je le disais, celui qui nous présentait ce projet de société, eh bien, c'est l'agentier. Exactement. Parce que les gens se disaient, où est-ce qu'il va trouver l'argent pour faire tout ce qu'il est en train de dire? Eh bien non, c'est l'agentier. Et c'est là où l'argent se trouve. Il faut aller trouver l'argent. Et quand vous avez vu comment il a formé l'équipe du ministère de l'économie et des finances, vous savez savoir qu'il a vraiment mis là un grand trio, une équipe forte qui devrait l'aider à faire le travail. Je savais, parce que lui, il ne peut pas se détourner complètement du ministère des Finances. C'est pas possible. Je disais que quand il a été élu, je disais qu'il serait en train de réfléchir tout le temps à qui il va mettre là pour pouvoir faire autant que lui l'avait fait quand il avait quitté là. Mais il a trouvé la bonne solution de mettre 4 personnes à la chasse pour leur montrer que là, nous avons l'élément essentiel. Il faut aller courir, il faut aller chercher les finances pour pouvoir venir construire le pays. Donc voilà, tout ça là était structuré. On ne peut pas se lever le matin et dire je mets 1000 milliards pour les urgences dans les hôpitaux. C'est que c'était planifié, c'était travaillé dans son laboratoire. Et donc du coup, il nous les expose, il pose alors des actes qui sont effectivement structurés, planifiés. En tout cas, vous faites une très belle transition, puisque déjà de façon spécifique, il y a le milliard qui est destiné justement aux urgences vitales, donc les urgences médicales. Il y a quand même également beaucoup. Il y a aussi allocation pour la gratuité des frais de scolarité pour les filles. Et puis, nous avons les agriculteurs également qui bénéficient du soutien toujours de l'État. Mais les agriculteurs qui feront un certain nombre de performances pourront bénéficier d'une prime exceptionnelle. Toutes ces actions et les leviers choisis pour vous, est-ce que c'est anodin? Nous allons les prendre une à une. L'éducation. Juste en quelques minutes, bon, on prend... Oui, d'accord. L'éducation. On commence par l'éducation. On commence par l'éducation, que vous voulez, mais c'est à partir de la rentrée prochaine que ça va se mettre en place. Je pense que c'est une grande aide pour les parents d'élèves. Les parents d'élèves, qu'on puisse leur dire... En dehors de tout ce que vous avez, tout ce que peut vous coûter votre enfant au cours d'une année, eh bien, nous, on prend le fondamental qui sont les frais de scolarité. Nous, on paye ça à votre place pour que vous puissiez envoyer votre fille à l'école. Ça, c'est important. Et comme on le dit, quand on éduque les enfants aujourd'hui, c'est pour demain. C'est pour le développement de notre nation. Donc, en allant attaquer là, c'est une manière aussi d'attaquer le développement à partir de ce niveau-là, parce que celui qui est instruit et qui a l'information, on dira finalement demain qu'il a le pouvoir. Et donc, pour pouvoir le faire, il faut pouvoir avoir l'information. Il faut pouvoir être en mesure de pouvoir capter l'information. Et comme je disais, pendant longtemps, dans nos sociétés, les femmes ont été mises au second plan, et même au niveau de l'éducation, parce qu'on se disait, bon...
quand elle va finir, on va la marier, elle va prendre un mari, et puis bon, ça s'arrête là. Je pense que depuis le président Yaïboni, on avait commencé par corriger cela, et le président Robert Wadane vient de donner le grand coup pour que ça puisse avancer. Si on pousse les enfants jusqu'au niveau du bac, je pense que ce serait vraiment déjà suffisant pour avoir une classe, pour avoir une population de femmes vraiment lettrées et dans notre pays. Et ça devrait nous aider, à nous tous d'ailleurs, pour que la personne qui est au marché ne soit pas vraiment ignorante de celle qui vend la tomate, ne soit pas vraiment ignorante de la réalité, parce qu'elle est instruite et elle regarde, elle observe ce qui se passe. Et donc, pour ça, pour l'éducation, c'est nécessaire. On dit, qui veut développer son pays doit pouvoir investir dans l'éducation. C'est ça que le président Romain Wardani a commencé, et puis on peut l'en féliciter. Très bien. Voilà. Voilà. Moi, je prends le volet sanitaire. Voilà, très bien, l'urgence sanitaire. Vous savez, en tant que travailleur du Centre national de sécurité routière, il nous arrivait d'aller dans les urgences, parce que c'est là où on conduit les traumatos, sur les victimes d'accidents, tout de suite, c'est là où on les conduisait. Et parfois, vous voyez les gens par terre, et ils sont en train de souffrir depuis 2 jours qu'ils ont fait l'accident et qu'ils sont arrivés là, parce que leurs parents n'ont pas les moyens, on n'a pas trouvé qui il faut appeler pour pouvoir les soigner. Je pense que sur ce côté-là, pour nous, en tout cas, c'est un grand coup de pouvoir dire aujourd'hui, on met à la disposition des centres de santé, on met à la disposition des hôpitaux l'élément, l'essentiel qu'il faut pour pouvoir apporter les premiers soins aux urgences. Ce n'est pas seulement les accidentés, c'est ceux qui, bon voilà, quelqu'un a connu une crise, quelqu'un a fait un AVC, et il faut aller vite pour pouvoir le sauver et tout ça. Donc aujourd'hui, on a pris des mesures, une mesure quand même essentielle qui est de dire, nous allons contrôler par derrière, puisque nous allons envoyer les moyens pour que les gens puissent acheter le nécessaire pour sauver. Donc nous allons contrôler par derrière ceux qui auront des urgences, les centres de santé qui auront des urgences venues et qui vont dire parce que les gens n'ont pas les moyens, on n'a pas pu les sauver et qu'ils en sont morts. Donc c'est ça, le président Ouattara a dit pour dire, rien que pour ça que les gens mourraient et que lui pense que maintenant il faut arrêter ça. Et donc, il y a ce mécanisme de contrôle. Un premier coup, il faut pouvoir, ce mécanisme de contrôle qui va accompagner la mesure. Tout à fait. Et d'ailleurs, lorsqu'on est efficace, c'est ce qu'on fait. Il faut pouvoir contrôler pour voir si la mesure elle est adoptée appliquée, comme cela se doit. Et donc, à ce niveau-là aussi, je pense que c'est une bonne mesure envers la population béninoise. Et quand on quitte là, donc je pense que c'est sûr qu'il y a l'agriculture. Il y a plusieurs mesures, mais je ne peux pas me mettre ici. Tout à fait. Parce qu'on n'oublie pas l'accès à l'électricité, à l'eau potable et tout ça. Je me dis que la présidente dispose d'une DICOM et donc par conséquent, c'est pas à moi d'étaler tout ça. Parfois même mon rôle, parfois c'est de leur dire ce qui ne va pas pour qu'ils puissent se mettre là-dessus en tant qu'analyste politique. Et donc, au niveau de l'agriculture, ce qu'on a pris, c'est ça qu'on appelle les mesures incitatives. Et moi, je pense que on a besoin de ça, parfois. On a besoin de ça pour stimuler l'effort, pour stimuler la volonté des gens de pouvoir travailler plus. Vous travaillez plus, vous atteignez un certain tonnage, eh bien, vous allez pouvoir gagner plus. Ça, c'est très important parce que moi, je préfère ça. Est-ce que ça peut véritablement inciter les agriculteurs? Oui, parce qu'ils savent. Parfois, ils sont dans des coopératives et tout. Et ils savent que s'ils n'atteignent pas un certain tonnage, ils n'auront pas les 10 francs en plus. Donc, du coup, il faut faire le tonnage qu'il faut pour pouvoir atteindre les 10. Et ce n'est pas seulement ça. L'État met en place les intrants, l'engrais qu'il faut pour aider les gens à avoir une terre qui donne vraiment et que les produits soient faits sur la base. Au fait, si c'est matière première, vous savez, la polémique a existé tout le temps, sous le régime passé, entre les partis d'opposition, les partis au pouvoir, pour dire, bon, voilà, on le soja, traiter nos paysans, donc il ne faut pas faire ça. Et il était nécessaire de faire quelque chose envers ce monde agricole. Et c'est ce que le président Ouattara a fait. Et après, il faut aller, vous, c'est votre métier, il faut aller auprès des intéressés pour voir si cette mesure-là les incite quand même à pouvoir se donner plus au travail et à pouvoir produire plus. Ça sert. Moi, je pense que toutes ces mesures, si c'est ça que vous appelez le premier pas, eh bien, c'est des pas de géants qui sont faits au début d'un régime. Très bien. Et aujourd'hui, avec justement ces premières mesures, doit-on s'attendre à ce que les priorités vraiment du pays soient quand même entreprises ou soient comblées?
Ouais, c'est vrai qu'on détermine les priorités par rapport à votre position sociale. Je dis, la grande priorité, mais quand on voit le quotidien, pour les victimes, ceux qui sont malades, la grande priorité, c'est par exemple ce qu'on a fait sur le plan sanitaire. C'est pour qu'on puisse penser à ça. La grande priorité pour les parents qui courent, c'est de pouvoir aider, les soulager pour les frais d'école, les frais d'écolage pour les filles jusqu'en terminale. Ça, c'est une priorité aussi. La priorité aussi, c'est de pouvoir booster notre agriculture, parce qu'on n'a pas d'autres ressources. On a l'agriculture. Et l'agriculture, aujourd'hui, pourquoi c'est nécessaire? Parce que nous avons gros gibier. Et on pourrait avoir d'autres gros gibier. Et ces centres-là ont besoin de la matière première. Et la matière première, c'est les produits de l'agriculture qu'il faut amener là-bas. Et donc, du coup, on a besoin de booster l'agriculture. C'est aussi une priorité. D'autres priorités viendront. Ça, c'est nécessaire. Le gouvernement, Robert Wadaï, ne va pas cesser de construire les routes. C'est pas possible. D'ailleurs, il y a plein de chantiers dans le pays qui l'attendaient. Et quand il est venu, moi, je me suis dit, le temps de finir ça, il a fait une bonne partie de ça, de son mandat. Hein, le temps de finir tous les chantiers qui sont ouverts et tout. Mais on est conscient qu'on ne va pas laisser d'éléphants blancs. Donc il faudra y aller et il faudra agir sur tout ça en même temps. Et quand il finit de faire ça en même temps, bon voilà, il regarde l'international et il se dit que je vais venir m'asseoir, mais il faut qu'avec les voisins, je puisse m'entendre. Je pense aussi que c'est des priorités qui puissent exister dans ce sens-là et il les a saisies. De toute façon, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui... C'est lui notre guide, c'est lui celui qui nous conduit. Donc du coup, nous on le suit, ce qu'il fait, on pourrait apprécier positivement ou négativement. Est-ce qu'on peut dire que Robert Wadaï est en train de prendre ses marques en tant que successeur de Patrice Talon? L'ombre de Patrice Talon ne plane pas toujours, quand on sait qu'on est quand même dans une continuité aussi. Non, sur ces actions-là et ce qu'on vient de citer comme les premiers pas qu'il a eu à faire, non. Maintenant, je ne vais pas dire que par rapport à la formation du gouvernement, que l'homme de Patrice Talon ne plane pas là-dessus. Je serais en train de tromper et les auditeurs seraient en train de rigoler s'ils m'entendent dire ça. D'accord? Mais c'est normal, comme ça. Parce qu'il est resté, et il a appris le métier auprès de Patrice Talon. Et il a choisi avec les partis politiques, c'est toi qui seras le président de la République. Donc il doit être là pour le soutenir. Il doit être là pour l'aider. Mais pour les autres, décision prise, moi je pense que Robert Wadaï avait compris qu'on s'était dit quelque chose. On se disait comment Robert Wadaï va faire pour pouvoir remplacer vraiment Patrice Talon. Parce que Patrice Talon avait mis là-bas au traité. Tout à fait. Mais Robert Wadaï est en train de montrer qu'il y a encore de chemin, il y a encore de possibilités pour lui de pouvoir faire avancer les choses, il y a encore de possibilités de pouvoir faire lui-même. Il est en train de montrer qu'on peut remplacer valablement le président Patrice Talon si on a de la volonté et qu'on a de compétences pour aider son pays. Et il est en train de le démontrer. Très bien. Voilà. Il y a tout de même, il y a d'autres actions à mener. Certainement que le gouvernement et son chef viendront, bien évidemment, pour pouvoir poser ces actions. Mais déjà, quand on prend l'agenda de travail, parce que n'oubliez pas, on a lu même certains observateurs qui estiment que le Conseil des ministres, c'est tout de même hebdomadaire partout. Mais pourquoi le Bénin fait le choix, ou pourquoi le président Robert Wadaï fait le choix du mensuel? Je l'ai dit aussi. Je l'ai dit aussi parce que j'ai observé ailleurs et je trouve que le Conseil des ministres est hebdomadaire. Et avant, on faisait le Conseil interministériel le lundi et le mercredi, on faisait le Conseil des ministres. Il a suivi ça. Il a suivi ça tout le temps. Et s'il a décidé de changer les choses aujourd'hui, c'est après avoir observé ce qu'il a fait pendant 10 ans. Et il s'est dit, on peut faire autrement. Je peux essayer de faire autrement. Ça, c'est effectivement aussi c'est un défi parce que ne pas réunir les ministres pendant un mois et les réunir après, c'est un défi, mais ça laisse un travail pas derrière. Le travail que ça laisse pas derrière, c'est que le président sera obligé de recevoir régulièrement les ministres pour faire le point avec eux, en attendant qu'ils ne se retrouvent en Conseil des ministres. C'est nécessaire, parce qu'il ne va pas laisser les ministres à eux-mêmes. Non, il a un plan précis par rapport à son agenda à lui, il a un plan précis par rapport à son projet à lui, et c'est par rapport à ça que régulièrement, les ministres, cette fois-ci alors, vont défiler au palais, à la présidente de la République, pour aller discuter de tel dossier avec le président de la République, en attendant qu'on ne vienne les adopter en Conseil des ministres. Donc, c'est un défi. Et on verra si ça permet de gérer efficacement le pays, de dire que les ministres ne se retrouvent qu'une seule fois
moi, c'est un défi. On verra ce que ça va donner. Moi, je n'aime pas apprécier les faits avant qu'ils ne se produisent. On va attendre un mois, 2 mois, 3 mois. On va voir. D'abord parce que tous les ministres sont en train de chercher à s'installer aujourd'hui. Ils sont en train de s'installer aujourd'hui. Quand ils vont finir de s'installer et que pendant les 30, est-ce que ça va leur suffire d'attendre 30 jours avant de se retrouver en Conseil des ministres? Mais je me dis, tout à l'heure, les ministres seront régulièrement en contact avec le président de la République. Et le président de la République, avec ses structures au palais, vont suivre ce que font les ministres. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est bien d'avoir mis en place en même temps les ministres conseillers. Et justement, c'est justement ma question. Les ministres conseillers, on les a connus vers la fin donc, du régime de Patrice Talon. Déjà tout au début donc, du régime de Romuald Wardani, on connaît encore justement les ministres conseillers. Ont-ils besoin d'exister? Vous avez oublié qu'on a parlé d'une certaine continuité. Vous avez oublié qu'on a parlé de ça. Mais vous savez que la continuité, pas dans tous les aspects non plus. Oui, mais c'est une continuité parce que si les ministres conseillers qui ont été nommés avant ont commencé par donner certains plis à l'action gouvernementale, ce ne serait pas bien de couper ça. Et donc il y a une satisfaction. On va se rappeler effectivement que lorsque le président Talon voulait mettre en place le système de ministres conseillers, il avait bien dit que les partis politiques ne se sentaient pas trop impliqués dans l'action du gouvernement et que lui, il voulait créer les ministres conseillers pour permettre aux partis politiques de se sentir très proches de l'action du gouvernement. Si les partis politiques sont impliqués depuis le début, maintenant, je pense que c'est aussi une bonne chose. Si la chose est utile, pourquoi voulez-vous attendre la fin avant de la réaliser? Dès qu'on s'est installé, si ça devait faire cela, à mon avis, il faut y aller. Et c'est exactement c'est ce que le chef de l'État a essayé de faire. S'ils ont installé quelque chose et que ça marchait, il n'est pas nécessaire de rompre ça et d'arrêter ça. Très bien. En tout cas, l'autre chose, c'est également la nomination donc, des préfets. Il y a de nouveaux visages, il y a tout de même d'anciens qui ont été reconduits. La continuité toujours avec la marque. C'est une question de feeling aussi. Le président de la République, tout cela, il les a suivis quand il était ministre. Oui. Donc ces préfets-là. Quels sont les éléments qui ont conduit à maintenir d'autres et à faire partie d'autres? Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Je n'ai pas les données, je n'ai pas les données en main, je ne peux pas le dire. C'est le président de la République. Gilbert Déoumalé qui remplace Alain Ronla à la tête de la préfecture du littoral. Alain Ronla a remercié Dieu quelque part pour dire Dieu lui a permis de pouvoir bien terminer sa mission à la préfecture. Donc, voilà, il a fait 5 ans. Bon, voilà. Donc il n'a pas trouvé ça, c'est pas inutile non plus. Donc c'est quand même, il a fait 5 ans, de où viendra faire 7 ans, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça la vie, c'est comme ça la vie sociale. L'autre disait que c'est comme une pièce de théâtre, on vient jouer son rôle, on s'en va. L'essentiel, c'est de bien jouer son rôle-là. Et donc ceux qui sont là aujourd'hui ont été reconduits, c'est leur chance, peut-être. Et ceux qui sont venus, ils devront aussi se batailler dur pour être à la hauteur de ce que les autres sont en train de faire. Tout ça, c'est une organisation, c'est un enchaînement avec les actions du gouvernement. Et lorsque c'est bien fait, eh bien, tout est bien. La mise en musique, elle est bien faite. Donc moi, je trouve que c'est aussi une bonne chose de pouvoir dire, je veux commencer une nouvelle chose et je prends autant que faire se peut de nouvelles têtes pour démarrer avec moi. Donc c'est ce que je comprends dans l'équipe des préfets. Mais comme je vous l'ai dit dès le départ, c'est pas moi qui nomme, donc c'est pas à moi d'apprécier. Très bien. En tout cas, il y aura d'autres qui seront encore nommés certainement, puisque ça fait partie du fonctionnement normal. Il y a beaucoup de choses dans la République, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ceux qui sont mécontents aujourd'hui, peut-être ils seront heureux demain. Oui, c'est possible. Et puis, pourquoi seront-ils mécontents aussi? Après, on n'a pas besoin d'être mécontents. Vous voulez servir la République. Bon, on soutient quelqu'un pour attendre quelque chose. La République vous dit pas tout de suite, attendez un peu, pourquoi on va être mécontent. Si c'est que c'est le service, si c'est pour servir en fait, oui. Si c'est pour servir qu'ils n'ont pas été appelés, ils ne devraient pas avoir de mécontentement. C'est vrai que, vous savez, lorsqu'on travaille dans les partis politiques, et c'est vrai, j'en appartiens à un, et on attend ces choses-là. On attend qu'après une élection, il puisse y avoir des nominations, et donc
ça court dans les partis politiques. Et quand ça ne vient pas, c'est difficile à gérer pour les partis politiques. Je me rappelle d'un ami qui disait qu'au temps de président Talon, qu'on n'a pas fait une bonne promotion des cadres du parti. Et cette fois-ci, on s'attendait à vraiment pouvoir faire cette promotion-là. Déjà, la mise en place des ministres conseillers, je pense que beaucoup, je ne les connais pas trop, mais je pense que beaucoup sont politiques, ils sont des membres des partis politiques. Tout à fait. Et donc, certainement qu'ils ont été proposés par les partis politiques. Donc, à partir de ce moment-là, et on n'a pas à être mécontent, on n'a pas à être déçu, on a à comprendre que mon temps n'est peut-être pas venu et quand mon temps viendra pour servir la République, je servirai la République. Il faut mettre ça en tête, je servirai la République. Quand c'est pour servir la République, eh bien, on attend le temps qu'on doit attendre. Très bien. Voilà, et notre temps s'est écoulé. Georges Anagono, votre mot de fin? Moi, je pense que je voudrais constater avec vous que les premières actions du président Ouaddaï sont des actions qui rassurent pour l'avenir et que qu'est-ce qu'on peut dire pourvu que ça continue. Et c'est ça mon mot de fin. Très bien. Merci beaucoup à vous, Georges Anagono. Je rappelle que vous êtes analyste politique, socio-anthropologue. Vous êtes également spécialiste des questions qui touchent à la route. Nos routes, oui. Comment faire pour pouvoir diminuer considérablement et réduire la mortalité sur nos axes routiers. Merci pour votre disponibilité toujours renouvelée. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est fini pour ce numéro de votre émission Matin les politiques. On va se retrouver très incessamment. D'ici à là, portez-vous bien, agréable suite à chacun et à tous.